Bonsoir à toutes et à tous. La grande actualité de ce soir, les mini-sommets des Goma qui a réuni par visioconférence sur initiative du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les chefs d'État de l'Ouganda, du Rwanda et de l'Angola, les questions de sécurité et pacification dans la région des Grands Lacs, les commerces transfrontaliers, la santé ont figuré à l'ordre du jour. Vous ne le savez peut-être pas, les vagabondages et la mendicité sont passibles de peine d'emprisonnement. Fait insolite ou pas, une dizaine de jeunes bien portants, sans handicap, ont écopé des 5 ans des travaux communautaires pour vagabondage et mendicité. On y revient tout à l'heure dans ces journaux. Bienvenue à tous. Goma au cœur des grands enjeux dans la région des Grands Lacs, sur initiative du président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les chefs d'État de l'Ouganda, du Rwanda et de l'Angola ont participé par visioconférence à un mini-sommet pour évoquer des sujets majeurs dans la région des Grands Lacs, sanctionnés par un communiqué final. Suivez. Un mini-sommet présentiel, mais la pandémie de Covid-19 a contraint les présidents de République du Rwanda, de l'Ouganda, de l'Angola et de la République démocratique du Congo à tenir une réunion virtuelle par visioconférence. Dans son allocution d'ouverture, l'initiateur de cette réunion de haut niveau, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a remercié ses homologues pour leur disponibilité avant de rappeler l'objectif de ce mini-sommet des Goma. Excellences, Messieurs les présidents et chers frères, depuis plus de 25 ans, notre sous-région est l'objet de cycles récurrents de violences armées qui compromettent les efforts de progrès et de développement. Ceci insécurise notre avenir collectif. C'est cette triste observation qui m'a conduit, au-delà des mécanismes existants de coopération sous-régionale, à vous convier à ce mini-sommet de plus haut niveau. L'affermissement de la confiance mutuelle au-delà de nos divergences, ainsi que le renforcement de la coopération au niveau sécuritaire, sanitaire et économique entre nos pays, sont nécessaires pour la conjugaison de nos efforts au bénéfice de la stabilisation sous-régionale. Je suis convaincu que nos présentes assises permettront de construire une nouvelle et positive dynamique contre tous ces maux qui affectent notre sous-région. Après des échanges à huis clos et approbation du rapport final des travaux des experts et des ministres des 4 pays, les présidents Joao Lourenço, Paul Kagame, Yoweri Museveni et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ont adopté les communiqués finaux lus par la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Madame Ntumba Nzenza. 4. Les chefs d'État de 4 pays ont passé en revue la situation sécuritaire dans la sous-région des Grands Lacs et ont rappelé l'accord cadre d'Addis Abeba de février 2013 qui affirme les préoccupations sécuritaires des pays de la sous-région des Grands Lacs. À cet égard, ils ont réaffirmé leur volonté de conjuguer leurs efforts visant à éradiquer les forces négatives et les groupes armés opérant dans la région des Grands Lacs. 5. Ils ont forces négatives dans la sous-région des Grands Lacs et ont réaffirmé leur volonté de militer pour le renforcement des capacités des mécanismes existants dans la sous-région des Grands Lacs afin de couper les forces négatives des sources de financement de leurs activités et de lutter conjointement contre les réseaux mafieux, tant régionaux qu'internationaux, qui contribuent à l'exploitation et au commerce illicite des ressources naturelles dans la sous-région des Grands Lacs. Tous les participants ont loué à juste titre l'initiative du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tous se sont montrés favorables à mettre en application les recommandations issues de ces mini-sommets des Goma. Sauf imprévu, le projet de loi des finances exercice 2021 sera soumis au Conseil des ministres. Information livrée par les vice-premiers ministres et ministres du budget Jean-Baudouin Mayomambeke à l'issue d'une réunion présidée par les premiers ministres Sylvestre Ilunga Ilunkamba, Françoise Bouela-Bouaki et Pompon Mba pour les comptes rendus. La question est suspendue sur toutes les lèvres. À quand le dépôt du projet de loi de finances 2021 au Parlement qui a ouvert une session budgétaire?
Ce n'est qu'une question d'heure. En exécution d'une recommandation du Conseil des ministres, le chef du gouvernement Ilunga Ilunkamba a réuni ce mercredi 7 octobre 2020 son équipe autour de la question. Il avait été demandé au Premier ministre chef du gouvernement d'assurer la coordination, de réunir les différents membres du gouvernement pour que chacun puisse voir ce qui a été prévu pour son secteur, tant en termes de recettes qu'en termes de dépenses. Et ainsi, le Premier ministre nous a demandé de prendre toutes les remarques, les observations ainsi que les contributions du reste louable de collègues membres du gouvernement pour que rapidement nous puissions sortir le projet de loi budgétaire ainsi que toutes ces annexes qui seront présentées au Conseil des ministres de vendredi de la semaine prochaine. Le gouvernement adoptera ce projet de loi certainement le vendredi de la semaine prochaine. Et le projet de loi sera transmis comme d'habitude par le Premier ministre à l'Assemblée nationale et il le déposera lui-même pour examen par les honorables députés d'abord et ensuite par les honorables sénateurs. Le budget réaliste tenant compte du programme du gouvernement, c'est ce à quoi s'attelle à présenter le programme du peuple. Des prévisions qui tiennent compte du nouveau contexte économique et des besoins du développement de la République démocratique du Congo. Infrastructure avec une route défoncée impraticable aujourd'hui en état. La route CNPP Triangle quittant vers Kimwenza a fait peau neuve, constaté par Willy Atunakov. Demeurée pendant plusieurs années dans un état de dégradation très avancé, l'avenue des cliniques universitaires, tronçon compris entre les triangles et les quartiers Kémi dans la commune de Lemba à Kinshasa, redevient désormais praticable. Elle a été réouverte à la circulation mardi 6 octobre 2020 après 3 mois d'intenses travaux de bétonnage et de curage des ouvrages d'assainissement exécutés par la direction provinciale de l'OVD Kinshasa sur le financement du Fonds national d'entretien routier, FONER, et sous la surveillance du Bureau technique de contrôle BTC. Ingénieur Jimmy Kisoso, sous-directeur technique à la direction provinciale de Kinshasa, DPK, explique. Nous commençons d'abord par remercier le chef de l'État pour la confiance et le nouveau souffle qu'il accorde à l'OVD, le VPM pour l'attachement et l'attention particulière qu'il accorde aux travaux de voirie, ainsi que notre directeur général pour la confiance qu'il accorde à la DPK pour l'exécution des travaux en régie. Nous avons procédé par la réhabilitation en traitant ces points chauds dont les travaux portaient essentiellement sur l'éclairage de caniveaux pour assurer l'écoulement des eaux jusqu'à la rivière qui est juste à côté. Désormais, tous les points chauds dans la ville de Kinshasa seront traités en béton armé. Quant à la population riveraine et autres usagers de cette route qui mène jusqu'à Kimwenza Mission, qui jadis étaient victimes des inondations et des tracasseries de tout genre, ils n'ont pas tari d'éloges en direction de cet établissement public et du chef de l'État. C'est un quartier qui est souvent inondé quand il y a la pluie. Nous avons un problème de la chaussée et le problème du pont ici. Alors comme l'OVD vient de faire un travail sur la chaussée, que l'État congolais puisse remonter un peu, donner le moyen financier à l'OVD pour remonter le pont ici. OVD a bien réaménagé cette route. Il y avait des trous, il y avait des puits qui permettaient aux voleurs d'arracher des sacs, d'arracher des téléphones aux passants, aux étudiants. En tout cas, nous sommes vraiment très très contentes comme le président nous a aidés à bétonner cette route. Et là, en tant que bénéficiaire, je suis très content de ce service fourni par l'OVD. Quand il y a une route, il y a de passage, vraiment même les parcelles aux environs, ils ont trouvé la valeur. À noter qu'après avoir trouvé une solution définitive par le bétonnage de ces tronçons, l'OVD devra maintenant s'atteler à la poursuite des travaux de réhabilitation sur l'axe Université de Kinshasa-Kindélé, coupé par une profonde érosion, lesquels travaux ont été interrompus par une entreprise chinoise faute de financement nécessaire.
Coopération, la République démocratique du Congo et le Burundi comptent mettre en place un plan opérationnel conjoint de neutralisation des forces négatives qui écument les espaces géographiques des deux pays. C'est les résultats de la dernière session des consultations ministérielles bilatérales sur la paix et la sécurité qui s'est tenue à Bujumbura. Les explications avec Gina Wabiwa. Deuxième session de la consultation ministérielle bilatérale sur la paix et la sécurité entre la République démocratique du Congo et le Burundi. Les deux parties ont échangé sur la gestion des questions de sécurité à la frontière commune entre ces deux pays, la promotion des échanges commerciaux entre les deux États et la gestion de la pandémie de Covid-19, ainsi que d'autres questions d'intérêt commun. La délégation congolaise a été conduite à ces assises par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Maritumba Nzeza, et celle du Burundi par son ministre des Affaires étrangères et de la coopération au développement, l'ambassadeur Albert Shingiro. La chef de la diplomatie congolaise, Maritumba Nzeza, a pour le compte de la République démocratique du Congo préconisé la mutualisation des efforts de ces deux pays et la coordination des actions en vue de neutraliser les forces négatives et de consolider la paix et la sécurité le long de la frontière commune. Après avoir identifié les défis auxquels leurs pays sont confrontés, les deux délégations ont formulé les recommandations de mettre en place un plan opérationnel conjoint de neutralisation des forces négatives et autres groupes armés déstabilisant les deux pays, notamment en organisant des patrouilles coordonnées de part et d'autre de la frontière commune, encourager l'échange d'informations et des renseignements entre les forces de défense et les services de sécurité, en particulier sur la sécurité transfrontalière, impliquer les forces marines de ces deux pays dans le contrôle du lac Tanganyika par les patrouilles coordonnées pour empêcher toute activité des forces négatives et des groupes armés opérant le long de ces lacs. La gestion de la crise post-Covid, la République démocratique du Congo vient de bénéficier d'une enveloppe de 142 millions de dollars américains en termes d'appui budgétaire de la Banque africaine de développement BAD. Un protocole d'accord a été signé entre les deux parties au ministère des Finances, le tout dans ces condensés signés Guy Matundu Séverine, Pascal Katanda Kamba et Christian Ochoudi. Cette enveloppe de la Banque africaine de développement va appuyer le budget national et permettra à la RDC d'atténuer les effets pervers de la crise économique consécutive à la pandémie de Covid-19. La signature de ces trois protocoles d'accord intervient au moment où les deux parties s'apprêtent à négocier un virage important de leurs relations. Bientôt, nous allons lancer les négociations en ce qui concerne la conclusion d'un programme formel triennal. Alors, c'est dans ce cadre-là que les autres partenaires multilatéraux, notamment la Banque africaine de développement, qui a toujours été aux côtés de la République démocratique du Congo, a répondu à l'appel du gouvernement pour rejoindre les efforts déjà menés par le Fonds monétaire international, comme vous le savez, qui avait donné une facilité rapide de crédit au titre d'appui budgétaire. Maintenant, donc, nous venons de conclure également un appui budgétaire de 142 millions de dollars américains, en s'est compris 100 millions au titre d'un don, 42 millions au titre d'un prêt, pour venir justement en appui au gouvernement dans le cadre de son budget de l'exercice 2020 qui est sérieusement impacté par la pandémie du Covid-19. Voilà. L'opinion nationale se souviendra que lors du dernier conseil de ministres présidé par le chef de l'État, le ministre des Finances Célia Lagouli a exposé sur l'approbation du soutien financier de la BAD. La cellule nationale des renseignements financiers, CNRF, une structure qui lutte contre les blanchiments des capitaux et le financement du terroriste, a initié un atelier sur la défense du rapport d'évaluation mutuelle Guy Matundu. Les participants à cet atelier ont levé l'option de proposer un plan d'action national pour annihiler les déficiences du système congolais de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le secrétaire exécutif de la cellule nationale de renseignement financier avec laquelle tous les participants ont plaidé pour la nécessité de doter la CNRF de moyens matériels, financiers et humains pour lui permettre de mener à bien la lutte contre les deux fléaux qui gangrènent les économies nationales et mondiales et en menaçant la paix. Ainsi, vous conviendrez avec moi que cet atelier nous a permis de fourmiller les armes de ceux qui vont faire des déplacements de villes pour défendre notre reine et apporter un éclairage à tous ces activistes qui luttent contre ces fléaux communs.
La RDC est donc prête à défendre ce document lors de la rencontre du groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale qui intervient ce week-end à Libreville au Gabon. Tout en ayant toutes ses facultés, mendier est passible d'emprisonnement. Selon les codes pénals congolais, une dizaine de jeunes aptes physiquement ont été déférés devant le juge pour vagabondage et mendicité. Cédric Eninambo nous en dit un peu plus. Inimaginable, des personnes à la barre pour avoir mendié et en avoir fait une profession. Surprenant que cela puisse paraître, et pourtant le code pénal congolais prévoit des sanctions à l'endroit des incriminés. S'il faut procéder de la sorte, tous les jeunes gens qui traînent sur le trottoir seront déférés devant le juge. Ils sont au total 17, accusés devant le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe. Il leur est reproché 2 griefs principalement, vagabondage et mendicité, et écopent de ces faits 5 ans de travaux d'utilité publique. Dans le groupe, 2 ont été acquittés, dont un mineur d'âge, malgré le fait qu'ils ont sollicité la clémence du tribunal, sentence motivée par la lecture de ces procès-verbales. Le tribunal met à la disposition du gouvernement pendant 7 ans au plus les individus valides qui exploitent la charité comme mendiants de profession et ceux qui, par fainéantisme, ivrognerie ou dérèglement de mœurs vivent en état habituel de vagabondage. Ce qui constitue l'infraction de vagabondage et mendicité en République démocratique du Congo et qui ressort de cette prévention des éléments constitutifs du fait qu'il faut, pour le tribunal, vérifier autant que possible l'identité, l'âge, l'état physique, l'état mental et le genre de vie des individus traduits en justice. Pendant 5 ans, pour les travaux d'utilité publique, afin de les rendre utiles à la société congolaise. Le tribunal a donc pris le soin de vérifier les identités des accusés, leur âge, aptitude physique pour appliquer la loi dans toute sa quintessence. Et puis la situation dans les maisons carcérales, les sujets étaient au centre des échanges entre le vice-ministre de la Justice, Bernard Takaiche, et une délégation d'une société belge, compte rendu dans ses commentaires de Gustave Chibumbu. C'est justement innovation que compte apporter Maître Bernard Takaiche Ngumbi dans la sécurisation holistique de toutes les prisons et de tous les prisonniers de la RDC. Le projet vaut tout son pesant d'or. À suivre Erwin Lafosse, export manager de SA Syrien, société belge ayant une expertise en matière de sécurité. Nous modernisons les prisons en passant par le bien-être des prisonniers, la facilité de gestion des infrastructures, la modernisation des infrastructures, tout en gardant une gestion économique et surtout écologique maintenant des prisons qui passe par la gestion des eaux, la gestion de l'énergie, mais le tout dans le bien-être et dans les droits humains fondamentaux à l'heure actuelle. On renforce je dirais, les réseaux de sécurité, donc ce n'est pas du répressif, que du contraire. Le principe, c'est de sécuriser, par exemple, les cellules de prison. Mais nous mettons des infrastructures au point de vue sanitaire. Donc nous avons du mobilier qui ne permet plus de se suicider, qui ne permet plus de pouvoir être cassé, donc de créer des armes. Le ministre est quelqu'un de proactif, qui désire avancer et qui désire de faire évoluer son ministère. Donc naturellement, nous avons été très bien accueillis. Ravi par cette nouveauté, le vice-ministre de la Justice entend la concrétiser. Maître Bernard Takaiche Ngumbi a demandé à ses hôtes de lui déposer les documents chiffrés dans un bref délai. Question d'étudier les voies et moyens de sa faisabilité. Autre chose, la République démocratique du Congo qui occupe la présidence du comité technique spécialisé de l'Union africaine sur l'autonomisation de la femme et égalité homme-femme devra passer les flambeaux à un autre État. La ministre d'État, ministre du genre Béatrice Lomé-Atilité, a présidé par visioconférence la réunion préparatoire de l'Assemblée élective. Images et commentaires. C'est depuis 2017 que la République démocratique du Congo occupe la présidence tournante du comité technique spécialisé de l'Union africaine sur l'autonomisation de la femme et égalité homme-femme. Un mandat de 2 ans prorogé à cause de la pandémie due au coronavirus. Cependant,
L'on envisage déjà les passages des flambeaux et cette réunion préparatoire par visioconférence balise les chemins de la 5e réunion qui fera office d'une assemblée élective. La présidente du CTS, Béatrice Loméa-Tilité, ministre d'État, ministre du Genre, Enfants et Familles, qui a conduit cette séance de travail, était face à l'envoyé spécial de l'Union africaine pour les femmes, paix et sécurité, Bineta Diop, et la directrice ad intérim des directions femmes, genre et développement, Victoria Maloka. Ce sera la première fois que nous organiserons une réunion statutaire virtuellement. Et surtout, nous organiserons des élections du nouveau bureau. C'est pourquoi nous devons nous réunir et à l'avance évaluer les préparations de la commission à organiser un tel comité technique spécialisé. Des avancées significatives ont été enregistrées pendant les mandats confiés à la République démocratique du Congo qui a supporté la voix de la femme africaine dans plusieurs forums internationaux avec des propositions concrètes sur l'autonomisation de la femme. Les programmes Voix et Leadership des femmes et jeunes filles en milieu rural va contribuer au renforcement des droits des femmes pour une autonomie financière, programme qui reçoit l'appui technique et financier de l'ambassade du Canada et les centres Carter. Suivez. Il est de notoriété publique que des femmes et jeunes filles vivant en milieu rural ou périurbain sont celles qu'on ignore et s'ignorent elles-mêmes. Mais dorénavant, ce coin du voile va être levé et ce, grâce au démarrage des activités du programme Voix et Leadership féminin, singulièrement dans cette partie de la capitale, jugée une commune agro-pastorale. À coup sûr, au travers de ces activités, les autorités nationales, municipales, des ONG des droits des femmes, des communautés locales, même les associations féminines se battront bec et ongle pour que les droits fondamentaux des femmes, qui sont jusque-là méconnus, soient connus. Désifura. Nous allons vraiment nous occuper des femmes qui touchent la terre. Ces femmes qui nourrissent toute la population, dont les droits sont méconnus, alors que ce sont des femmes à richesse. C'est pourquoi nous avons voulu d'abord commencer par Maluku. Pour ces raisons, puisque c'est une commune pratiquement aussi agricole, où il y a beaucoup de femmes qui pratiquent la terre, qui touchent la terre. Et sans la terre, sans l'agriculture, sans les poissons, nous ne pouvons pas vivre. L'accompagnement du ministère du Genre, Famille et Enfants, de même que d'autres partenaires internationaux, était prépondérant du fait des résultats attendus auprès de ces femmes en stimulant l'entrepreneuriat, mais également en garantissant l'autonomisation effective. Nous avons un grand programme. Le programme s'est axé autour de la politique nationale genre. Cette politique est mise en œuvre pas seulement par le ministère seul, mais par tous les partenaires pour promouvoir les droits des femmes, pour préparer l'autonomisation des femmes, pour aider les femmes à s'exprimer, à lever leur voix, à revendiquer leurs droits, à les reconnaître aussi. Bien que Maluku étant la commune pilote, le FSPD compte déployer ses activités de sensibilisation, de formation, de renforcement de capacités, même d'appui technique, ensemble avec ses partenaires traditionnels dans d'autres communes de la capitale dans les prochains jours. De Moanda à Boma, la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi, a visité plusieurs hôpitaux. L'épouse du chef de l'État s'est entretenue également avec les femmes qui œuvrent dans le domaine de la pêche, Naïcha Kialamouila et Charmant Lelo Zolana, dans ses commentaires de Patrick Michel Moukoui. L'hôpital militaire de Kitona, première structure médicale à recevoir la présidente de la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi en mission au Congo central. Référence nationale dans la formation des hommes en uniforme, le camp de Kitona a à son sein plusieurs services médicaux spécialisés. Après une visite guidée des installations, c'est dans le service de maternité et pédiatrie que la première dame a son moment d'intimité avec plusieurs mères et enfants. Prenant dans ses bras ses enfants hospitalisés pour des cas variés, Denise Nyakeru Tshisekedi n'a pas pu retenir son instinct maternel. Touchée par la situation de certains, l'épouse du chef de l'État a ordonné que la prise en charge de cas graves soit immédiatement assurée par la Fondation. Dans la foulée, médicaments, lits, matelas pour malades, vivres et non-vivres ont été remis aux responsables de l'hôpital et aux nombreuses femmes épouses militaires venues voir de près l'épouse du chef de l'État.
Nasengi merci mingi nzambe abomba bino. Je vous remercie infiniment. Je transmettrai votre message au président de la République pour qu'il puisse aussi penser à vous. La première dame a aussi payé les frais d'hospitalisation des femmes et enfants retenus dans ces hôpitaux faute de moyens. Les internés de la maternité de Vulumba et de l'hôpital général de Monda ont également eu droit à ce moment de compassion de la First Lady. Et comme partout où elle est passée, c'est avec une oreille attentive et un cœur de mère que Denise Nyakero Tshisekedi a écouté les plaintes des malades. Une attention très particulière a été accordée aux enfants drépanocytaires. Denise Nyakero Tshisekedi a, dans toutes ses formations médicales, félicité et encouragé le personnel soignant qui, non sans peine, travaille avec abnégation à sauver de vies. Merci, je suis aussi de vôtres et je peux comprendre que les conditions ne sont pas faciles. Mais tenez bon, nous sommes des femmes fortes. De l'hôpital, la première dame a pris la direction de Yach Banana, où elle est allée à la rencontre des femmes qui se sont spécialisées dans la transformation de produits de pêche. Un bel exemple d'autonomisation qu'encourage vivement l'épouse du chef de l'État. La première dame de la République poursuit ainsi sa tournée dans le Congo central. Après Monda, direction Boma, ce mercredi. Les enfants dans les mines, combien sont-ils à l'heure actuelle et quelles sont les mesures pour en extraire d'autres? C'est l'objet de la question d'actualité adressée à la ministre des Affaires sociales, Rose Boyata Monkajou, par l'élu de Kolwezi, Patient Malangi. D'autres précisions dans ces reportages de Sylvie Moembo et Bernard Baudou. Dans un avenir très proche, le ministre des Affaires sociales devra éclairer l'Assemblée nationale sur l'utilisation d'un fonds de 84 millions de dollars américains que la Banque africaine de développement consentit à la République démocratique du Congo il y a plus d'un an dans le cadre du processus de retrait des enfants dans les mines du Haut-Katanga et du Lualaba. Le député national Patient Malangi endosse cette question d'actualité qui porte sur l'avenir d'un nombre assez important d'enfants. Nous, on commence à s'inquiéter parce qu'il commence à y avoir beaucoup plus d'enfants qui commencent à accroître dans les mines à cobalt parce qu'ils sont à la recherche de quelque chose, mais tandis que ces montants-là sont déjà disponibilisés à la RDC. Alors je crois qu'il est temps qu'on puisse mettre ces montants-là à l'action, qu'on puisse concrétiser avant que les banques africaines de développement puissent retirer leurs fonds. C'est inadmissible et inacceptable qu'une année après, qu'on a accordé au gouvernement de prendre ces crédits, mais rien n'est toujours fait. Et vous voyez que maintenant, le coin de ces pays, et particulièrement le développement de notre pays, commence à être en danger. Parce qu'on ne peut pas... Aujourd'hui, quand il y a un enfant qui est dans les chaînes de production de cobalt, et le montant continue toujours à accroître, là on risque même, la RDC tout entière risque d'être sous embargo. Parce que dans la chaîne de production de cobalt, il y a des enfants. Là, c'est vraiment inacceptable. La ministre des Affaires sociales doit nous actualiser vraiment sur ces faits. Le fait pour la République démocratique du Congo de laisser ses enfants évoluer dans les mines le met en contradiction avec les dispositions internationales auxquelles notre pays a souscrit. Après tout, la place des enfants est à l'école. Ils sont porteurs d'un projet multidimensionnel pour Kinshasa. Les sénateurs élus de la capitale sont en formation des assises lancées par le deuxième vice-président de la Chambre haute du Parlement. C'est un reportage de Berthe Moukonkole. C'est pour la première fois que les sénateurs élus de Kinshasa et les députés provinciaux de Kinshasa se rencontrent pour réfléchir ensemble en vue de trouver des solutions pour le développement de la ville-province Kinshasa. C'est ce qui justifie la tenue de l'atelier de mise sur pied de l'interaction interinstitutionnelle active et systémique entre le groupe des sénateurs de la ville de Kinshasa et l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Plusieurs projets et résolutions ont été présentés, c'est notamment la tenue du conclave urbain sur la décentralisation, la gouvernance communale et le développement rural, l'organisation de l'atelier master Plaquine 36, l'économie municipale de déchets, services communal de parking. Nous avons pensé que la meilleure façon d'accomplir notre mandat, c'était d'interagir avec nos électeurs. Dans ce cadre-là, que nous avons pensé organiser cet atelier. Mais pour mieux structurer les débats, nous avons organisé ces débats autour des 10 projets que les sénateurs ont élaborés pour recréer l'esprit urbain à Kinshasa. Le deuxième vice-président du Sénat, John Tibassima, s'est réjoui de la tenue de ces premières assises et a félicité les initiateurs de ces projets. Je me réjouis de constater que vous avez maîtrisé l'art
et le processus d'élaboration d'une stratégie de développement local, des projets précis et plans d'action pratiques à court, moyen et long terme, s'inspirant des méthodologies de planification stratégique holistique. Il nous revient à présent, nous, le bureau du Sénat, d'en faire bénéficier aux autres groupes provinciaux du Sénat. Croyez-moi, chers collègues sénateurs, les résolutions que vous avez formulées feront l'objet d'une attention particulière de votre bureau que je représente ici. Nous ferons en sorte que vos 10 projets soient transmis et appuyés auprès des partenaires institutionnels et extra-institutionnels pour leur mise en œuvre. Nous garderons le contact avec vous pour qu'ensemble nous prenions en compte les préoccupations, les attentes exprimées dans ces 10 projets. La présence de quelques membres du bureau du Sénat à cet atelier démontre l'intérêt qu'accorde le Sénat au développement des provinces. Un géant industriel au cœur de l'Afrique, comment y parvenir? Des avancées ont été enregistrées, mais le chemin reste encore long. Les ministres de l'Industrie, Julien Paluku Kaongia, était devant la presse pour présenter les actions menées depuis son arrivée. C'est un reportage de Betty Amanikunda et Monique Mavon. Le ministre de l'Industrie vient de boucler son séjour dans la province de Sidou-Bangui où il a fait l'état des lieux des entreprises et autres unités de production. Julien Paluku Kaongia a dressé son bilan à la tête de ce ministère en soulignant les efforts entrepris par son ministère pour redresser les secteurs de l'industrie. Nous avons changé les paradigmes d'utilisation des fonds de promotion de l'industrie en prenant la décision de réduire les taux d'intérêt pour accéder au financement du fonds de promotion de l'industrie. C'était le lancement du recouvrement de 150 millions de dollars détenus par les débiteurs du FPI. Cela nous a permis de financer plusieurs entreprises ainsi que des subventions. Nous pouvons être fiers d'avoir injecté près de 50 millions de dollars dans l'économie congolaise via les fonds de promotion de l'industrie. Nous avons mobiliser suffisamment de moyens pour atténuer les effets Covid sur les entreprises en République démocratique du Congo. Nous avons réussi à faire adopter par le gouvernement de la République ce qu'on appelle les documents de politique et de stratégie industrielle. Nous voulons faire la RDC le pôle économique et industriel. À côté de la production là, on doit installer maintenant des unités de transformation. Nous avons réussi à faire adopter un décret qui porte sur les avantages accordés aux entreprises qui vont opérer dans les zones économiques spéciales. Le ministre de l'Industrie a donné quelques axes prioritaires à court, moyen et long terme. De 2021 à 2023, nous voulons densifier les secteurs industriels par une approche polycentrique basée sur les pôles de développement. En dehors de la presse, cette conférence de presse a connu la participation des autorités politico-administratives. Les écoles techniques islamiques apportent leur contribution dans la formation professionnelle. Les ministres de la formation professionnelle, métiers et artisanat, John Ntumba, a échangé avec une délégation de la communauté islamique. Anita Luamboa nous en parle un peu plus. Cette délégation de la communauté islamique au Congo, conduite par son représentant légal, l'imam Cheikh Youssouf Djibondo Kapiepié, est venue s'entretenir avec le ministre de la formation professionnelle, arts et métiers, John Ntumba, sur la correspondance de la signature d'une convention de gestion. La Comico a sollicité la ferme implication du ministre John Ntumba en vue d'orienter ensemble les plans d'action coordonnés pouvant favoriser le bon fonctionnement des écoles et centres de formation professionnelle conventionnés islamiques. Aujourd'hui, à travers les infrastructures disponibles au sein de la communauté, nous voulons élargir notre collaboration dans les cadres des centres de formation. Et nous sommes très enthousiasmés de l'action du ministre qui a répondu favorable par rapport à ça. Nos experts vont se mettre ensemble afin d'étudier les clauses de ce contrat et pour sa signature le moment opportun. Sur un autre chapitre, c'est le coordonnateur pays du Bureau des Nations Unies, Aboubakri Diao, qui a échangé avec le ministre de la formation professionnelle arts et métiers sur les axes d'intervention conjointe cadrant avec la politique générale du gouvernement de la RDC en matière de la formation professionnelle. Nous sommes tous conscients
de l'importance de la formation professionnelle dans le développement de nos pays africains, qui est une chose essentielle. Nous avons discuté des moyens de partenariat avec le système des Nations Unies et nous avons convenu de développer cet échange et ces partenariats de la manière la plus profonde possible et très bonnes idées pour le futur que nous serons honorés d'appuyer. Les différents projets devront permettre à coup sûr de favoriser l'employabilité du capital humain en tenant compte des réalités économiques de chaque province de la RDC. Politique, les troupes sont galvanisées. Chaque parti y va dans son discours politique pour commenter l'actualité de l'heure. Les alliés de l'UDPS étaient avec leurs militants. Suivez. La réforme politique en République démocratique du Congo, pour le bien-être de tous, c'est ce qui justifie ces meetings populaires regroupant les cadres et membres des forces politiques et sociales alliées à l'UDPS, tenus par son coordonnateur, Laurent Batumona Kandkam, sous l'impulsion du patriarche Kitengeye Zou, envoyé spécial du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Laissons le chef de l'État faire son travail. Nous nous préparons pour 2023 avec le commandant suprême, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'intérêt du peuple congolais. Qui a poursuivi ce deuxième mandat en 2028. Plusieurs sujets ont été débattus, entre autres la guerre à l'est du pays, le saut des moutons, l'eau, l'électricité, le social et le respect mutuel entre les FCC et CACH. C'est à l'initiative du mouvement de solidarité pour le changement, MC, parti cher à Laurent Batumona Kandkam. Elle s'est investie dans la promotion de l'intelligentsia, la sénatrice Victorine Louessé-Bochab, lors de ses vacances parlementaires à Ilebo, a inauguré plusieurs ouvrages, notamment des écoles, cercles culturels et centres d'informatique. Suivez. Dans son fief électoral et base naturelle d'Ilebo, la sénatrice Victorine Louessé a palpé du doigt les réalités de son électorat dans son Kasaï natal. Toute une semaine pour écouter, analyser et recevoir des doléances conformément aux réalités de son territoire. Beaucoup de choses, presque tout manque. Des routes de dessertes agricoles, problèmes d'eau et d'électricité. À ces tableaux sombres s'ajoutent des réalités du terrain. Ayant entendu depuis son élection les cris de détresse, l'élu d'Ilebo, avec ses petits moyens, s'était engagé à construire des infrastructures écolières. Chose faite aujourd'hui avec l'inauguration du groupe scolaire Sainte-Victorine, une école de référence répondant aux standards internationaux. Pour le reste, la sénatrice Victorine Louessé a clairement dit à la population que le gouvernement de la République démocratique du Congo doit répondre aux besoins fondamentaux de sa population. J'ai un seul mot, ce mot s'appelle merci. Le mot merci résume tout. Cette école, c'est une expression de l'amour que je porte pour cette cité. Pour appuyer l'entrepreneuriat des jeunes filles et les encourager à l'autoprise en charge, des machines à coudre ont été achetées et équipées dans un centre. Le monde, devenu un village planétaire, Ilebo est aujourd'hui connecté aux grandes villes du monde grâce à l'informatisation du groupe scolaire Sainte-Victorine. Lutte contre le coronavirus, la sénatrice Victorine Louessé s'est mise en première ligne des femmes qui soutiennent le plan de riposte contre la propagation du coronavirus en République démocratique du Congo en général et en particulier dans la province du Kasaï. Des kits sanitaires, de lave-mains, désinfectants et masques ont été distribués à Ilebo et Mweka, une véritable bouffée d'oxygène au corps médical pour lui permettre d'améliorer la prise en charge des malades atteints du coronavirus. Sincèrement, merci à la sénatrice Maman Victorine Évariste Bouchabou. Au nom du Conseil des serviteurs de Dieu que je représente, je dis sincèrement merci. Il y a quelques mois, des camions bennes, 6 au total, avaient été envoyés à Ilebo pour des travaux de lutte anti-érosive. Pendant son séjour, elle a visité quelques têtes d'érosion. Question de faire des propositions au ministère des ITPR. En vacances parlementaires, la sénatrice Victorine Louessé a accordé plusieurs audiences aux différentes structures et couches de la population. Les détenteurs du pouvoir ancestral ont promis un accompagnement total à leurs filles. Très attentive, la fille du terroir a promis de plaider auprès des autorités nationales pour des solutions idoines.
Avant de quitter son fief électoral, elle a appelé la population à ne pas négliger l'importance des gestes barrières car la maladie existe. Elle quitte Ilebo avec un sentiment d'un devoir accompli, geste de solidarité oblige, comme à son arrivée où une marée humaine l'avait accompagnée à son départ. La même ambiance a régné à l'aérodrome d'Ilebo. Tout à fait autre chose, les sanctions seront exemplaires en cas de détournement des deniers publics. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka, qui était en face du personnel de la Direction générale des recettes de Kinshasa, s'est montré ferme. Paul Dona, Mikombe Akanchipolo, pour plus de précisions. Langage de vérité ce mardi au centre culturel Boboto, où le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka, tutelle numéro 1 de la DGRK, n'est pas passé par le dos de la cuillère quand, se trouvant devant les cadres et agents de la DGRK, conduits par leur directeur général AI, Joseph-Louis Isangamela Botouli, il a d'abord fait un constat très amer sur les pratiques et antivaleurs liées au coulage qui ont élu domicile à cette direction. En clair, le gouverneur qui rencontrait là pour la toute première fois la DGRK depuis qu'il est en fonction, s'est dit être au courant de tous les détails du système de fraude mis en place à la DGRK, où des agents vont recouvrer les recettes auprès des assujettis et où les réalisations sont toujours inférieures par rapport aux assignations budgétaires. Le gouverneur est aussi au courant des complicités des agents de la DGRK avec certains fiduciaires de la ville. Désormais, c'est fini tout ça. Ceux qui vont marcher à contre-courant de la vision du gouverneur en matière de recettes seront purement et simplement mis de côté et ils ne s'en prendront qu'à eux-mêmes. Nous avons constaté qu'il y avait beaucoup de coulage de recettes dans le chef des agents de la DGRK. C'était l'occasion pour nous de recadrer les choses. J'ai dit aux agents et cadres de la DGRK, la gestion des hommes ou la conduite des hommes passe essentiellement d'abord par le jeu de leur motivation, ensuite par le régime des sanctions. Tout celui qui ne va pas suivre notre vision, qui ne va pas suivre nos orientations, sera tout simplement mis à l'écart, car nous avons besoin des moyens colossaux pour redorer l'image de cette ville. Le DGAI de la DGRK lui-même a donné complètement raison au gouverneur et d'ailleurs il n'a pas cessé lui-même de sensibiliser les cadres et agents sur la nécessité de changer de fusil d'épaule pour gagner la victoire de la maximisation des recettes. Mon message est celui que j'ai toujours l'habitude de leur dire. Le travail pour lequel le gouverneur nous a confié, c'est de mobiliser les recettes. Et nous devons mettre de côté les antivaleurs. Le gouverneur lui-même les a dénoncées. Il a cité même quelques directions qui s'illustrent à ce genre de pratiques. Donc tout ce que je peux dire aux agents et cadres, c'est de mettre les antivaleurs de côté et de travailler résolument pour l'intérêt de la ville. Nécrologique avant de boucler complètement ces journaux, la famille Belobi, les clans Ito, Dimbeng, les clans Eluom, les clans Akoy de Lubu et les notables Bangoli de Koreama à Kinshasa ont les regrets d'informer les communautés Bangoli des territoires d'Idiofa, Gungu, Bagata et Bulungu, les communautés Badinga, Bachilele, Balori, Baongo, Babunda et Bapende du territoire d'Idiofa, les ressortissants des cités des Mangaï, Dibayalubu, Panu, Mateko, Kalo et Yuki, la communauté Anamongo, ainsi que les amis et connaissances du décès survenu à Liège, en Belgique, les 27 août 2020 de leur fils, frère, père, époux et compatriote, l'artiste et musicien Jean-Marie Belobi Ngeker, mais alias Yameri Joe. Le deuil se tient à la résidence familiale 6 au numéro 3 de l'avenue Bambou, au quartier Kaouka, dans la commune d'Ekalamou. Le programme des funérailles se présente de la manière suivante. Mercredi, le 7 octobre 2020, à 23h, arrivée de la dépouille mortelle à Kinshasa. Jeudi 8 octobre 2020, à 18h, messe de suffrage à la résidence familiale. Vendredi 9 octobre 2020,
De 17h à 21h, hommage officiel à l'artiste au musée de Kinshasa à la place du Palais du Peuple. Samedi 10 octobre 2020 à 9h, levée du corps à l'hôpital du Cinquantenaire, suivi de la pose de la plaque à la place des artistes sur l'avenue Victoire à 9h30 de la messe de suffrage à l'église Saint-Joseph des Matongé de 10h30 à 12h30 et du départ pour la nécropole entre terre et ciel, faite à Kinshasa le 7 septembre 2020 pour la famille Belobi, les clans Ito à Koy et les notables Bangoli de Koreyama à Kinshasa, prof. Paul Tété, Florent Wani, Baudouin, Loussongo. C'est la fin de ce journal. Retrouvez à minuit Guetio Matoukou pour la suite de l'actualité. Bonsoir chez vous. Au revoir.